Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce. Aujourd'hui, on va redire aux dropshippers de passer leur chemin. On va traiter de cahier des charges e-commerce, de sérieux e-commerce, de refonte ou de projets à 5 ou 6 chiffres. Et, euh, et pour ça, on reçoit Antoine Giraud, un spécialiste du SEO. Salut Antoine, spécialiste du SEO depuis 2006, qui depuis 2016 accompagne en projet AMO, assistance à la maîtrise d'ouvrage, des porteurs de projets. Mmh. Il a articulé cette interview autour de 5 conseils clés, 5 étapes clés dans sur la constitution d'un cahier des charges. Un cahier des charges, ce n'est pas standard, c'est ce qu'on va voir. Justement, c'est un projet qui mobilise des équipes, des ressources internes, qui doit contracter des ressources externes. Pour ça, ça se prépare. La deuxième étape, c'est le sourcing, ce qu'on appelle aussi un benchmark concurrentiel. 3, c'est l'élaboration d'une stratégie. L'intégration du social peut en faire partie, de politique de fidélisation, de conquête. Et en 4, les modalités. Donc, c'est là qu'on définit aussi le périmètre fonctionnel, mais aussi surtout un planning, le comment on va réaliser tout ça. Et en 5e, le choix des prestataires qui doivent être actés. C'est là où on réfléchit à des critères discriminants, en particulier sur les marchés publics, mais dans le privé, c'est aussi un gage de sérieux. On ne va pas faire travailler les copains. Bonjour Antoine, tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, en tout cas, merci, merci pour ton invitation et bravo pour le topo. On a de quoi s'occuper là pendant les quelques minutes qui viennent. Alors, je me présente rapidement. Antoine Giraud, 40 ans. Je suis dans le business du SEO depuis 2006. Hein. Le SEO est dans mon ADN. Entre-temps, j'ai goûté un peu aux joies du SIA aussi, Google Ads. Et j'ai eu une expérience assez longue en agence web qui m'a permis de sortir un peu de l'ornière ou du chemin tout tracé du référencement, hein, et donc du marketing des moteurs de recherche pour m'intéresser davantage à toute la partie conception de site web. Et de fil en aiguille, en clientèle, la confiance étant installée, j'ai été amené de plus en plus à travailler sur des cahiers des charges, hein, le fameux, le document qui fait peur des fois. Et aujourd'hui, je le propose en mode ce qu'on appelle AMO. Hein, tu as utilisé le terme tout à l'heure, donc assistance à maîtrise d'ouvrage. En fait, on est une ressource externe qui aidons les porteurs de projets, donc bien sûr à la rédaction du cahier des charges, parce que généralement le besoin est là, c'est comme ça qu'est exprimé le besoin, mais très vite on se rend compte, et tu l'as expliqué en détaillant ces 5 points hein, qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, que finalement la réussite du cahier des charges, elle repose sur une méthodologie qui va au-delà de la rédaction de ce document, et qui sera bien sûr finalisé et sanctionné par ce document-là, document de référence, document qui a une dimension contractuelle. Voilà. Mais surtout, foncer tête baissée dans le document en lui-même, c'est une erreur et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. De la même façon, vous donner un modèle de cahier des charges, c'est aussi une fausse bonne idée. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de cahier des charges standard. Alors, entendons-nous, hein, dès lors qu'on parle d'un projet ambitieux, refonte d'un site e-commerce important, refonte d'un dispositif digital dans l'e-tourisme, avec l'enjeu que représente le web dans le tourisme aujourd'hui. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de cahier des charges avec des majuscules, si je puis dire. Maintenant, si c'est un petit projet, un démarrage sous PrestaShop avec des fonctionnalités standards e-commerce, il n'y a pas non plus besoin de couper les cheveux en quatre. Et là, on parle bien de projets ambitieux, hein, entendons-nous. C'est ça. Et il y a quand même une base standard, une trame commune. Comment tu démarres un cahier des charges? Alors, comment je démarre? J'ai envie de te dire plutôt l'accompagnement global. Donc, je ne démarre Oui, surtout pas par la question du document, même si elle est abordée très tôt, surtout pas par ça. Pour moi, la première étape, et donc mon premier conseil, c'est de faire asseoir les personnes qui vont être impliquées, donc en interne ou en externe, donc impliquées dans ce projet de refonte, les faire asseoir autour d'une table, les faire adhérer à la démarche et leur expliquer le contexte
Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'inventaire, si je puis dire, des compétences disponibles, que ce soit en interne ou en externe, n'oublier personne et attaquer ces échanges sous forme de, à ce stade-là, de brainstorming. Je donne un exemple concret. Dans le domaine de l'e-tourisme, par exemple, et si on parle des offices de tourisme, hein, qui ont beaucoup d'enjeux autour de leur dispositif digital, évidemment, oublier de mettre dans la boucle rapidement les hôtes et les hôtesses d'accueil qui, eux, sont en contact avec la clientèle touristique, qui va leur dire, ben voilà, c'est bien chez vous, mais on ne trouve pas d'infos sur, je ne sais pas moi, la garde des enfants, sur où garer son camping-car, ou quelle que soit la question. Et en fait, ces gens-là sont une mine d'informations. Ouais. Il ne faut surtout pas les sous-estimer et il faut les intégrer en amont. C'est ça, pour moi, l'idée numéro 1, c'est intégrer tout le monde en amont. L'autre raison, également, c'est que le cahier des charges étant souvent un processus assez long, c'est de mettre finalement toutes ces ressources en face de leurs responsabilités et de leur rappeler, écoutez, si vous voulez prendre part à ce projet ambitieux de refonte, ça va passer par un cahier des charges. Si vous avez quelque chose à dire, et on espère que vous ayez quelque chose à dire, que vous soyez de terrain, du marketing, du juridique, que vous soyez une agence web externe, que vous soyez community manager, voilà, c'est maintenant qu'il faut s'asseoir avec nous et en discuter. Ça, c'est une étape fondamentale, partir sur des bonnes bases. On est bien, pardon, je conclue avec ça sur ce point-là, on est bien une notion d'humain et de compétence, avant même de parler de fonctionnalités qui seront consignées dans le cahier des charges. Oui, donc c'est la gestion de projet avec un chemin d'étapes et des étapes de validation. Donc on le comprend bien. Donc là, tu mobilises tout le monde et vous construisez justement le cahier des charges des besoins. Oui, alors on recense les besoins. Recense les besoins, première étape. On recense les besoins, on recense les idées, on recense les objections, on recense aussi, ce sont des données qui sont disponibles en interne. À ce stade-là, j'espère, on recense aussi ce qui marche dans l'existant. Ce qui fonctionne, il faut le garder. Hein. Une refonte, c'est bien, mais si c'est pour tout casser et casser ce qui marche, ce n'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est d'arriver à identifier les atouts, les conserver, identifier les défauts et les changer. C'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est le principe de la com. Hein. On renforce nos points forts et on cherche à améliorer nos faiblesses. Donc là, les porteurs de projet, ils ont en général aussi un référentiel. Ils savent que tel concurrent, il a telle fonctionnalité. Et ils commencent à aborder la deuxième phase que tu me disais, le sourcing. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, alors là, c'est peut-être une méthode qui est largement, en tout cas en ce qui me concerne, empruntée au domaine de l'appel d'offres. Donc, quand on parle de cahier des charges et de projet de refonte dans un contexte public. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce contexte public-là, il est strict. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais il y a une chose qu'on a le droit de faire, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est en amont d'aller sourcer et identifier des partenaires, des prestataires potentiels qui pourront être amenés à se positionner sur le cahier des charges et s'ils sont retenus à devenir titulaires du projet, à devoir réaliser le projet. Cette notion de sourcing-là, alors moi j'appelle ça sourcing, on peut tout à fait appeler ça benchmark. De toute façon, c'est les deux qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il faut aller au-devant des prestataires qui vont pouvoir, si on prend voilà, je reste un petit peu dans l'e-booking, si on prend un prestataire qui a une solution géniale de gestion des allotements et de la réservation en ligne et de la marketplace, aller voir ce qu'il fait, aller lui serrer la main et comment il le fait, pourquoi il le fait, quelles références ils ont, est-ce que c'est compatible avec le mobile first, voilà, ce genre de considérations et de questions qui sont importantes. Donc, aller les interroger, ces éditeurs de solutions, c'est une très bonne idée. Le benchmark, donc l'étude de la concurrence, hein, est également une très bonne façon d'identifier des solutions potentielles. Une autre très bonne façon aussi, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est d'être présent en tant que décideur sur les salons et entendre parler, intervenir des conférenciers, des spécialistes, se rendre sur les stands, comprendre les solutions. Bref, avoir une
une idée représentative du champ des possibles et non pas sur un coup de tête dire ah ben oui, donc plus ou moins consciemment, j'ai vu telle pub ou telle nouveauté qui est disponible près de tel éditeur, c'est ça qu'il faut et foncer tête baissée. Il faut bien ouvrir le champ des possibles. Bon, il y a une autre chose aussi qui conditionne et qui doit très vite arriver sur la table quand on opère de cette manière, c'est la notion de budget. C'est ce qui va faire en sorte que tu as un cahier des charges de, je sais pas, je dis n'importe quoi, de 20 pages ou une mission de 10 jours ou une mission plus longue et une gestion de projet plus ample. Ça arrive vite sur la table, non? Oui, mais j'ai envie de te dire qu'en termes de budget, c'est le dispositif en lui-même, donc le site web, si c'est une refonte de site web pur et dur, c'est lui qui va quand même consommer le budget. Donc, si j'ai bien compris ta question par rapport à la notion d'accompagnement sur la rédaction du cahier des charges, c'est bien ça ta question? Oui, c'est ça, parce que c'est ce qui va faire, ce qui va te rémunérer aussi, hein. Typiquement, tu vois, on en parlait, c'est quoi le rôle du référenceur aujourd'hui? Moi, je le compare à l'architecte. Je veux construire une maison. L'architecte, il va me demander au départ, c'est quoi votre budget? Vous avez une maison à 200 000 ou à 2 millions? Ouais. Et toi aussi, tu vas peut-être être rémunéré en pourcentage de la mission. Ça peut se pratiquer en pourcentage. Ce qui est certain, c'est que le client va forcément chercher un équilibre. Il ne va pas payer, soyons directs, il ne va pas payer, je sais pas, il va payer 20 000 euros pour un AMO, donc un accompagnement à maîtrise d'ouvrage sur un cahier des charges, s'il a 20 000 euros pour son site web. Il ne va pas faire 50-50, on est bien d'accord. Ouais. Donc, si tu veux un chiffre, j'ai envie de te dire qu'entre 10 et 30%, c'est ce qu'on peut envisager. Ouais. Clairement. En fonction, comme je disais, il y a beaucoup de travail préalable, c'est ce dont on est en train de parler. En fonction de ce que le client, donc mes clients font eux-mêmes, en fonction de ce qu'ils me confient, c'est du temps de gestion de projet, tu l'as très bien dit. La variable d'ajustement, elle est là en fait. Qu'est-ce qui peut être fait en interne par le client, qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Je pense notamment, je reparle du benchmark. Je te garantis que, allez, 2 fois sur 5, on me dit pour le benchmark, c'est parfait, on a un stagiaire, il va le faire. Donc moi, je n'ai rien contre les stagiaires. Au contraire, je trouve ça génial de pouvoir intégrer un stagiaire, par exemple, avec son œil extérieur et neuf dans une démarche de benchmark. Mais il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut lui donner les moyens de donner un benchmark, parce qu'on est dans des éléments fondamentaux de la rédaction du cahier des charges. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et là où je veux en venir, c'est que je vois aussi des benchmarks. On dit, oui, on a benchmarké, alors allez-y, est-ce que je peux voir? Voilà, donc on reçoit 3 URL. Sur ça, ce n'est pas un benchmark. C'est un benchmark qu'on ferait en 5 minutes, donc ça n'a pas de valeur. Si nous, demain, on nous confie un benchmark, on va dire, on va identifier les 3 acteurs ou les 3 ou les 10 leaders, on va regarder tel et tel et tel indicateur, et à partir de là, on va vous mapper qui nous semble leader, challenger, suiveur et en déclin. Oui, arriver à identifier leur stratégie aussi, parce que le but, c'est d'identifier les points forts de tout le monde, éventuellement les points faibles, afin de s'en saisir, et de s'étalonner sur les autres acteurs du marché pour au moins faire aussi bien, sinon mieux. On est d'accord, on est d'accord. Et là qu'on parle, n'ayons pas peur de stratégie marketing. Troisième aspect. On est d'accord, ça, c'est ce qui permet de s'étalonner et de poser une stratégie en fonction des ressources qu'on a. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que le rôle du prestataire AMO, un des rôles du prestataire AMO, c'est aussi d'aller poser les questions pièges, des questions qui dérangent. Une question qui dérange, des fois, c'est sur le social, quelle est la stratégie? On a un compte Facebook et on a tant de likes sur tel réseau social. Alors, ok, ça c'est le constat que je peux faire moi en 2 minutes, mais quelle est la stratégie à proprement dit? Quelle place le social media ou la vidéo ou je ne sais quel canal, le mailing, occupe globalement dans votre stratégie marketing? Quelle place occupe l'enjeu qui repose sur le marketing de moteur de recherche, donc l'acquisition, et avoir tout ça clair? Alors, il y a aussi une notion très importante là de confidentialité. Ça, il ne s'agit pas, quand ce soit bien clair, il ne s'agit pas de ces éléments-là, de les mettre dans le cahier des charges. Noir sur blanc, personne ne va dévoiler sa stratégie marketing à ses concurrents. Alors là, je vais encore une fois de plus naviguer entre le domaine privé et public. Dans le privé, à la rigueur, via une
DNA, donc une clause de confidentialité, on peut le border, c'est bordable. Par contre, dans le public, le cahier des charges il est publié sur une plateforme que n'importe qui, entre guillemets, peut télécharger. Donc, on n'y met pas d'éléments stratégiques. En interne, il faut y avoir réfléchi, et c'est ce dont on est en train de parler, il faut que ce soit noir sur blanc. L'AMO doit s'assurer que tous les aspects, tous les éléments qui viennent constituer cette stratégie soient clairs, qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, mais après, ça reste en interne. Et à partir de là, une fois que tout ça est clair, noir sur blanc, en toute confidentialité, on peut passer sur la rédaction du cahier des charges, à proprement dit, puisqu'en fait, tout le travail de réflexion a déjà été fait. Et le cahier des charges, alors, il faut nuancer, parce qu'il y a des aspects techniques qui peuvent être plus ou moins compliqués, qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, de l'AMO le premier d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, le message que je veux faire passer, c'est que ce cahier des charges, quand on en est là et qu'on a suivi un peu cette méthode-là, c'est l'accouchement en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est plutôt le moment le plus joyeux ou le plus douloureux un peu des deux. L'idée, c'est que ce soit joyeux. Hein. Un cahier des charges, ça ne peut pas être bâclé. Ça ne peut pas être parce qu'on veut que le nouveau site soit sorti en janvier ou à la rentrée, le faire vite, 2 mois avant, sachant que il y a besoin de réflexion, il y a besoin de, tu l'as dit tout à l'heure, de points de validation. C'est pas l'AMO, hein, le prestataire, il ne fonce pas tête baissée. Hein, il est là pour aider à orchestrer tout ça. Et il doit avoir justement suffisamment de compétences pour faire tout ça, ce qui est un petit peu son challenge. Donc, il est jamais seul, d'ailleurs, dit entre guillemets. Mais non, on ne doit pas enfanter d'un cahier des charges dans la douleur, ni dans la précipitation. Moi j'ai commencé comme ça dans le web en étant chargé d'affaires en SS2I et je faisais que ça, répondre à des cahiers des charges sur des projets web. Mais c'était beaucoup des projets rédigés par les institutionnels, par le délégué au NTIC de la CCI, qui était mandaté, payé par la CCI, qui avait des fonds européens ou autres, pour accompagner des porteurs de projets sur des zones, tu vois, rurales, des gars qui avaient un enjeu Internet. Ils accouchaient de projets qui variaient de 10 à 20 000 euros en moyenne. Mais voilà, quand c'était la région sur des plateformes de tourisme, on allait plutôt vers les 150 000 ou des choses comme ça. On parle de ces budgets-là, hein, c'est pas… Oui, mais parce qu'il y a 40 sites internet, il y a des API de tous les côtés. Les solutions techniques, c'est du travail de technicien avancé, voire d'ingénierie. C'est pointu. Hein. Il ne faut pas croire qu'on va révolutionner la planète avec un Wheezy Shop ou un Shopify. Hein. Là, on ne parle pas de ça. Là. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, du coup, moi, j'ai toujours trouvé très compliqué. La rédaction, c'est particulier. Ce que je voulais te demander, est-ce que tu te fais assister? Est-ce qu'il y a un avocat à la fin qui valide le cahier des charges? Ou c'est des spécialistes en marché public? Ou en général, les clients, ils ont une trame, ils te disent, voilà, nous, on travaille comme ça, c'est ça le cadre. Alors, la notion juridique hein, qui est pas tout le temps présente, qui l'est plus ou moins. J'ai envie de dire dans le secteur privé, c'est plutôt en amont qu'elle intervient sur des thématiques qui sont réglementées, donc sur des secteurs, des industries qui sont réglementées, où on ne peut pas, nous en tant que bon SEO, écrire ce qu'on veut pour aller faire positionner un site. Là, il peut y avoir des arbitrages ou des discussions, même si elles ne concernent pas directement l'AMO, entre marketing, commercial et juridique. Ça, c'est une chose. Dans le privé, dans le public, hein, donc, quand il s'agit d'argent public, le contexte est complètement différent puisque le marché public est fortement réglementé. Donc, en fonction des tranches, en fonction du budget prévu dans quelle tranche il se situe, les contraintes sont plus ou moins lourdes. Et concrètement, pour répondre à ta question, je ne vais jamais tout seul sur des marchés publics quand on nous demande de prendre en charge également toute la dimension administrative. Parce que, et là j'ouvre une petite parenthèse sur ce secteur en particulier, il y a un dossier de consultation des entreprises qu'on appelle le DCE, qui est quelque chose de très précis,
qui est constitué de beaucoup de documents, dont le cahier des charges technique, le fameux CCTP, mais ça n'est qu'un document. Il y a l'acte d'engagement, il y a le règlement de la consultation, le cahier des charges des clauses administratives. Ouais, là, on a quasiment tout balayé, mais ce sont des documents lourds, ce sont des documents actuels qui doivent d'une part être en accord avec le cadre légal qui évolue, et d'autre part qui deviennent contractuels. Donc ça, c'est quelque chose de complètement immanquable quand on opère dans le domaine du marché public. Et donc oui, moi je travaille avec un consultant en particulier, dont c'est le métier depuis toujours, et qui est juriste spécialiste des marchés publics. Et ça, dans le public, on ne peut pas passer à côté. C'est la base. C'est la base. C'est contraignant et j'ai envie de te dire que ça ne devrait pas être à la base du projet de refonte. Mais s'engager dans un projet de refonte avec tout l'aspect administratif qui est derrière, autant dans le choix et donc de l'attribution que de l'enjeu que ça représente, parce que c'est de l'argent public, hein, donc il faut l'utiliser. Oui, c'est ça. C'est des grosses sommes, c'est de l'argent public, il faut tout justifier. Et il faut savoir aussi que il y a des procédures d'appel d'offres qui tombent à l'eau par rapport à des vices de procédure. C'est-à-dire qu'il y a un certain contrôle quand même. Hein. Oui, c'est normal. Le directeur d'office de tourisme, quand il signe un appel d'offres, il s'engage. Et il ne peut pas faire n'importe quoi. On peut lui demander des comptes. Alors, si ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, ben oui, ça peut lui porter préjudice, hein, ça rentrer dans les détails, mais sur un vice de procédure, c'est-à-dire au niveau du dépôt du marché public, du respect des délais, parce qu'il y a tout un tas de délais, hein, au niveau du dépouillage des offres, au niveau de la restitution des offres, au niveau de la façon dont on échange avec les différents prestataires, on peut être épinglé là-dessus. Et justement, on voit que c'est une procédure réglementée dans le public. Dans le privé, ça peut peut-être aller plus vite, mais c'est quoi la durée moyenne d'un projet de préparation comme ça? C'est 3 mois? C'est 6 mois? Je dirais un trimestre, ouais. Un trimestre, oui, c'est ce qu'il faut pour démarrer un projet et arriver à un résultat, quoi. Oui, par expérience, oui. Okay. Alors moi, après, on peut faire plus vite, parce qu'on est souvent dans cette idée de vouloir faire plus vite. On peut, à condition que tout le monde tienne le rétroplanning interne. Et c'est là où ça peut devenir un peu technique, c'est-à-dire qu'on a parlé ou on va parler de ce qu'on met dans le cahier des charges, notamment en termes de rétroplanning. Mais moi, quand j'interviens en AMO aussi, donc pour la préparation de cette AMO, le but étant le lancement du marché, si c'est dans le public, donc officiellement, ou la validation du cahier des charges dans le privé. Pour ça, moi aussi, j'établis un rétroplanning, évidemment. Donc, il y a de la gestion de projet dans la gestion de projet. Tout ça pour te dire que ça peut avoir une forte inertie, que 3 mois, ça me paraît difficile, quoi. En dessous de 3 mois, ça me paraît difficile. Je pense que le top, c'est 6 mois. Ouais. Après, au-delà de ça, ce qui a été décidé il y a 6 mois n'est plus valable. Donc... Oui, c'est clair. Et du coup, tu définis donc des modalités. Dans le cahier des charges, oui. CCTP et tous les autres documents qui vont avec, sur le planning, le périmètre. Alors, tu pars moins sur des fonctionnalités que sur des besoins, j'imagine. Alors, les besoins, ils ont été identifiés avec tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc là, on remet de côté la partie administrative dans le public ou la partie gestion de projet. Mais en tout cas, c'était le point 3, hein, on a une stratégie. De laquelle va découler un certain nombre de fonctionnalités, ce que tu as appelé à juste titre un périmètre fonctionnel. L'enjeu à ce stade-là, c'est qu'il soit à la fois synthétique et exhaustif. Ouais. Nous, en tant qu'AMO, l'idée, c'est pas de se dire OK, on a eu tel budget, donc il faut faire un gros cahier des charges. Non. La perfection, c'est quand on ne peut plus rien enlever, hein, si oui. Un cahier des charges parfait. Mais si le dispositif est ambitieux et qu'il y a beaucoup de choses à dire, on peut avoir des cahiers des charges conséquents. Hein, on compte en dizaines de pages de toute façon. Mais l'idée, c'est que ce soit exhaustif. Donc, ça veut dire qu'on n'ait rien manqué. Si on échange tous les deux là, sur les points à ne pas manquer, étant tous les deux bien imprégnés de référencement, on ne va pas manquer dans le cahier des charges techniques, au-delà des fonctionnalités,
qu'elle soit e-commerce, e-tourisme, que ce soit de la cartographie, que ce soit de la réalité augmentée, tout ça. Là, tous ces aspects-là, on ne va surtout pas oublier de vérifier que tout ça est SEO friendly, donc compatible SEO. Imagine qu'on oublie de mentionner que tout ce qui est framework JavaScript dont le rendu ne peut pas en l'état être interprété par Googlebot, si on oublie de dire ça, c'est un gros problème. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'indexe et que donc toute la stratégie elle tombe à l'eau souvent. Tombe à l'eau, voilà. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait en s'appuyer sur plein d'exemples. S'il y a un autre qu'on ne peut pas oublier en tant que SEO, c'est le fameux plan de redirection. Qui dit refonte, souvent on dit, surtout quand il y a un changement de CMS, on casse toutes les URL. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On ne va pas faire le débat maintenant. Ce qui est sûr, c'est que si ça doit être fait, le plan de redirection est essentiel. Ah, tu vas rigoler, je discutais avec Aurélien Denis sur WooCommerce. Il me dit, je viens de recevoir un projet qui a été refondu, je m'occupe que de la maintenance. Il n'y a pas de sauvegarde. Le site, il fait 80 gigas. Il y a 100 000 URL rien que sur les images. Tout leur SEO repose sur les images. Et comme ils ont fait une migration, le HT Access, il a 100 000 redirections. Oui, mais voilà, donc ça, typiquement, dans le cahier des charges, en fonction de l'enjeu lié à la notion de refonte SEO, par exemple, on va s'étaler plus ou moins. Si on sait qu'il va y avoir plusieurs centaines de milliers de redirections, on va interpeller sur le fait qu'il faut trouver la façon technique, donc on ne va pas faire le débat là, mais de gérer ça bien. Donc, est-ce que c'est VirtualHost? Est-ce que c'est HT Access? Autrement, il y a mille et une façons de le faire techniquement, mais voilà, clairement, ce sont des choses qu'il faut avoir débattues en amont, donc sur les phases dont on a parlé avant. Donc là, on est sur la phase 1 même, mais que ça ne soit absolument pas oublié. Donc là, j'ai pris l'exemple du SEO. Par confort, j'ai envie de te dire, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Comment on intègre la stratégie de réseaux sociaux, par exemple, dans un dispositif digital, site web? Comment on l'intègre sur desktop? Comment on l'intègre sur mobile? Est-ce qu'on a les boutons de partage ou pas? Est-ce qu'on a les compteurs? Est-ce qu'on a un social wall? Est-ce que le social wall il est sur l'accueil? Est-ce qu'il est dans une rubrique? Est-ce que les hashtags, donc là je te renvoie à la notion de stratégie. Est-ce que la stratégie, si je peux dire, de viralité hashtag, est-ce qu'elle est définie? Si oui, où est-ce qu'on l'affiche dans le site? Vous voulez aller dans le footer? Bon, d'accord, mais sur mobile, ça rend quoi? Rien du tout. Voilà. Donc quand je parle d'exhaustivité, en fait, c'est cette notion-là. En fait, il n'y a rien qui doit dépasser, puisque le prestataire, les candidats derrière vont baser leur estimation en fonction de ce qu'on aura mis. Et dans le cadre d'un marché public, c'est vrai aussi dans le privé, mais encore plus dans le marché public, ça vaut valeur de contrat. C'est ça. Et c'est là où on va parler du cinquième aspect, un des plus intéressants pour moi, qui ai répondu à de nombreux appels d'offres, qui était force de proposition, qui toujours cherché à être le mieux disant et qui me suis tapé la tête contre des murs 9 fois sur 10, les critères discriminants. Aujourd'hui, pour un même cahier des charges, tu peux avoir des devis qui vont du simple au double, avec des gens qui tirent le projet vers le bas, des prestataires neutres et des prestataires qui tirent le projet vers le haut. Donc, comment est-ce qu'au préalable, tu formalises ces critères discriminants? Alors, ça, c'est un point clé, et on l'aborde. C'est un point clé qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, comme ça à la fin. Tout à l'heure, j'ai parlé donc, dans le public de ces documents qu'il faut annexer au cahier des charges techniques, et donc notamment le règlement de la consultation. C'est là qu'apparaît en fait la pondération des critères. Concrètement, parce qu'on ne va pas parler que du marché public, et là, sur ce point précis, j'ai bien compris ta question, ce point précis, j'invite le secteur privé à s'inspirer de ce que fait dans la contrainte le secteur public, à savoir finalement pondérer le contenu de l'offre en fonction de là où on attribue de l'importance. Ça veut dire quoi? Donc déjà, le premier truc, c'est la question de ce qu'on appelle la valeur technique et le prix. Le prix et la valeur technique. Donc, en gros, combien ça coûte et qu'est-ce que j'ai en face. C'est la première approche qu'il faut garder à l'esprit. Est-ce que le prix, c'est très important pour moi parce que finalement, je n'ai pas tant de budget que ça et que je sais déjà que je demande quelque chose de très ambitieux, ou est-ce qu'au contraire, j'ai les moyens de mes ambitions? Si j'ai les moyens de mes ambitions, le prix ne va pas être
déterminant. Il est important, hein, on parle en termes d'argent, donc ça reste toujours important et le nerf de la guerre, mais il ne va peut-être pas être aussi déterminant que la qualité technique de l'offre du candidat, du prestataire. Et précisément, sur la partie technique, on peut arriver à isoler en sous-critères, en fait, chaque élément. Alors, il faut quand même rester synthétique. Il ne s'agit pas d'inclure 50 sous-critères, mais par exemple, 5 ou 6 sous-critères hein, qui va être est-ce que le prestataire a de l'expérience sur ce marché? Et est-ce qu'il peut en attester? Est-ce qu'il a les moyens humains et les ressources matérielles pour mener à bien le projet? Donc, en gros, est-ce que c'est une équipe de 2 ou est-ce qu'ils sont 20? Voilà, toutes ces questions-là. Est-ce qu'ils ont en interne la ressource ou est-ce qu'ils eux-mêmes sous-traitent? Et en fait, on va pondérer tout ça. Et ça va nous permettre, via un système de grille de notation, ni plus ni moins, objectivement, de dire, ben, OK, par rapport aux critères qu'on a tous autant qu'on est, toutes les personnes intéressées, ça va être l'AMO qui aura interrogé là-dessus la direction, qui aura interrogé ses interlocuteurs au niveau de la gestion de projet. On sera mis d'accord sur le fait que, par exemple, le SEO, c'est super important, donc ça va valoir 30% de la note technique. Et donc, en pondérant comme ça chaque sous-critère, et une fois qu'on dépouille les offres, donc là, on est en phase finale hein, d'une prestation d'AMO, de façon tout à fait objective, on va pouvoir les noter et les comparer. Parce que quand on se met à dépouiller 15 offres, 10, 15 offres, même 5, qui sont des offres des offres, ben, j'ai envie de dire, proportionnelles en termes de contenu au cahier des charges, donc qui sont des offres qui peuvent être très costauds en termes de documents, ça devient dur de dire, ben, OK, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, et ainsi de suite. Donc voilà, cette notion-là de critères discriminants, elle est importante. Et je conclus avec ça, sur ce point-là. Il faut éviter, à mon avis, dans la rédaction de l'appel d'offres, de se reposer sur des maximes du type qui peut le plus, peut le moins, ou ben, dites-nous si vous pouvez faire ça, proposez-le. Non, on ne laisse pas la porte ouverte à l'interprétation. Il faut que ce soit précis, exhaustif, pour que derrière le choix soit éminent sur la base de ces critères. Super. J'avais une idée, là, je l'ai perdue. Ah, désolé, j'ai été bavard. Mais Non, c'est pas toi. Oui, cette grille oui. discriminante, elle est publique, elle est dans le cahier des charges. Non. Le règlement, c'est-à-dire la pondération, oui, la grille. Techniquement, la grille Excel, non, elle n'y est pas, mais la pondération, elle y est. Ok. Voilà. Et ça, j'invite les agences web qui répondent à des appels d'offres, donc là, on se passe de l'autre côté, à étudier ça précisément. Si on voit que dans la valeur technique, il y a 50% de la note qui est attribuée au choix du CMS, expliquez pourquoi vous utilisez tel CMS et pas tel autre, comment vous allez gérer la maintenance évolutive, est-ce que les modules que vous utilisez sont également open source. Voilà, c'est un concours, hein, l'appel d'offres dans le domaine public, c'est un concours, il ne faut pas être bon, il faut être le meilleur par rapport à des critères. Ouais. Moi, dernièrement, j'ai été sollicité là, par un développeur, le développeur historique d'une jolie marque. On ne va pas la citer, mais ils font en ligne 3 millions d'euros auprès des pros, 1 million au niveau du public. Ça a pris 50% depuis le rachat en 1 an et ils sont sur un projet de refonte. On n'a pas été. Il fallait répondre en 3 jours. Il leur fallait des maquettes graphiques avec d'autres. J'ai dit non, ça part mal. Il faut travailler gratuitement, il faut aller très vite. Oui. Alors moi, j'ai un avis très, très précis hein, sur la notion des maquettes dans les réponses aux appels d'offres. Oui. À moins qu'elle ait été demandée, ce que moi je ne conseille pas forcément, ou alors si elle a été demandée, il va falloir fournir un zoning, sinon c'est juste un concours d'expression. Oui, c'est pas bien aussi. bizarre. Hein, et ce que je reproche à ce genre d'approche, c'est pour ça que je ne les cautionne pas, c'est que souvent c'est opération séduction. C'est-à-dire que finalement, si on laisse la porte ouverte à ça, ou si on accepte finalement de juger la pertinence de l'offre sur ce point-là, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Et j'ai vu des cas aussi où finalement le candidat, alors des fois aussi parce qu'ils étaient mieux disants, donc bas en termes de prix, mais il avait tout donné en fait. C'est-à-dire que la maquette, une fois qu'ils ont rapporté appel d'offres, dit oui, mais alors on n'oublie pas de leur dire, ben oui, on vous a retenu parce que votre maquette était chouette et tout. Il dit, ben super, et ben maintenant on passe à l'intégration. Ah non, mais vous ne pourriez pas. Ah ben non.
voilà, sinon on avait proposé une chose, c'est celle-là, c'est validé, vous partez Oui, avec ça. oui, c'est souvent un piège et c'est tant dans la demande que dans les offres. Un temps, ben, il y a 12 ans, il y avait des confrères, ils voulaient un client, ils faisaient une maquette, ils disaient ah, ça c'est ton nouveau site, c'est le beau gâteau. Euh, il dit OK, il signe et après, comme tu dis, il n'y a aucune valeur technique derrière, mais voilà, le gâteau avait pris forme. Donc, Ça, tu vois, c'est ouais, l'importance du benchmark aussi dans l'e-tourisme. Dans l'e-tourisme, ils ont à peu près tous les mêmes besoins, surtout quand on parle de la commercialisation ou même de la promotion de la destination. Et quand on fait un benchmark, on se rend très vite compte de quel prestataire a signé, même sans aller gratter dans les mentions légales, quel prestataire travaille avec quel client. Parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a des espèces de frameworks graphiques qui sont déployés, donc ça permet de travailler vite et pas cher, mais finalement la maquette qu'ils vont vous mettre dans la réponse, elle n'est pas surprenante parce qu'elle découle déjà de ce qu'on a pu voir lors du benchmark concurrentiel auprès d'autres sites touristiques, quoi. Donc voilà, moi, c'est pas ma cam. oui, c'est assez classique. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes qui sont des agences web qui ont toutes les ressources en interne et qui sont spécialisés sur des métiers qui font des sites que pour les offices de tourisme, que pour les mairies. Ils ont cette espèce de trame standard. Alors, justement, c'est un atout, ça. Tout à fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas considérer ces offres-là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure ces offres-là matchent avec le cahier des charges. Ouais, ben, souvent les gens ils se posent pas la question, ils disent ah ben tiens c'est lui le spécialiste des mairies, du coup je vais vers le spécialiste des mairies. Et là tu te retrouves avec Dans une mairie, il n'y a pas. Alors, quand je parle domaine public, je ne parle pas de mairie, hein. Moi, je oui, pratique quand même que dans des domaines où il y a un enjeu économique derrière, avec une possibilité de mesurer tout ça, hein. ouais, c'est ce que je me suis aperçu. J'ai travaillé avec des mairies, avec le gouvernement basque, et les gens ils ont des budgets et l'objectif c'est de faire bien voir en politique. Je dis non mais il n'y a pas une stratégie là derrière. Pourquoi vous dépensez des millions là? Ah c'est pour vous, c'est pour votre personal branding. Ok. Vous n'avez pas besoin d'un SEO, vous n'avez pas besoin d'une stratégie alors. Non, on est d'accord. On est d'accord, mais si on parle de tourisme, que ce soit dans le contexte actuel ou même globalement, hein, l'industrie du tourisme, donc du marketing et du marketing territorial, elle a muté, hein, elle a été transcendée par le web. C'est ça. L'enjeu, il est énorme. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de place à l'amateurisme, au personal branding chez les politiques. Il y a le marché, il y a des besoins à remplir et c'est où tu réponds ou tu réponds pas. Soit tu es dedans, soit tu es à côté. Moi, je le vois très bien. Ici, on est à la campagne, hein, au Pays Basque-Land. On a des pratiques parfois qui te disent c'est marcher sur la tête. Et, Ouais, c'est pas que là, hein. Moi, je suis dans les Alpes, et puis je pense que ça dépasse les frontières, la frontière française, hein. Même ouais, si en ouais, termes ouais. de tourisme, on a quand même des magnifiques structures, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il y a des enjeux, il y a des réponses économiques qui se font ou qui se font pas. Si c'est pas le privé, si c'est pas le public, c'est le privé. C'est ce que je suis en train de faire moi avec ma plateforme sur mon fief. Il y a des places à prendre, je prends des places. Hum, Et hum, il y a le marché surtout qui est là, qui cherche des séjours surf, qui cherche des séjours pour les séminaires, les entreprises, et qui a besoin juste d'une réponse. hum, Peu importe la personne, que ce soit une institution ou pas, ils ont besoin d'une réponse et ils veulent une réponse à leurs besoins. hum. Donc aujourd'hui, il y a des gros enjeux et tant mieux qu'on soit dessus, qu'on accompagne les porteurs de projets ou qu'on prenne les positions, hein. Voilà. On a fait le tour, c'est super, tu nous as bien éclairé, c'est clair, c'est limpide, gestion de projet, différentes grandes étapes, expertise, intérêt de l'accompagnement certain pour pas tomber dans l'amateurisme et bien cerner les enjeux, maîtriser les résultats, c'est ça le plus important hein, du cahier des charges. Et, parce que quand on pose un site comme ça qui vaut 5 ou 6 chiffres, hein, on ne va pas changer demain. Non, ben a priori, c'est 4 ans, hein. Peut-être que ça baisse, mais voilà, j'ai envie de dire tous les 4 ans, ça se renouvelle. Peut-être dans l'e-commerce, peut-être moins ou plus par tranche, mais dans le tourisme, en tout cas, c'est clair, ce sont des marchés de 4 ans en général. Ok, super. Mais merci beaucoup pour cette Merci expertise, Antoine. pour ton accueil, merci pour la qualité de l'échange, et puis à bientôt. À très vite. Salut, Antoine.